Catherine Gélin-Lanéel, bonjour. Vous êtes ingénieure agronome, vous avez occupé différents postes de direction au ministère de l'Agriculture, vous avez été à la tête de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, vous êtes candidate au poste de directeur général de la FAO. Pourquoi briguer ce poste qui n'a jamais été occupé par une femme ? Donc la France et l'Union européenne ont décidé de soutenir ma candidature parce que l'Union européenne est une région du monde qui a toujours accordé beaucoup d'importance à ces questions d'agriculture, d'alimentation et j'ajouterai aussi de pêche et de forêt qui sont dans les missions de la FAO. Les politiques publiques que nous conduisons dans ces secteurs-là sont très importantes au niveau européen, mais aussi parce que l'Union européenne est un contributeur, un acteur actif et généreux à la FAO et est très préoccupé aussi de la situation en matière de sécurité alimentaire et de malnutrition dans le monde. Et donc c'est le sens de ma candidature. Vous avez souligné que je suis... Candidature féminine. Candidature féminine, oui. Vous avez... Ce serait une première, non Ce serait une première, effectivement. Alors que les femmes occupent dans les systèmes alimentaires une place très importante. Elles sont dans les champs, elles sont dans les ateliers de transformation. Matin, souvent. Elles travaillent beaucoup. Dans les pays en développement. Et elles n'ont pas beaucoup de visibilité ni de reconnaissance dans ces secteurs-là. Donc j'espère aussi qu'au travers de ma candidature, ce serait une manière de leur renvoyer de la visibilité et surtout de l'action au service de la place des femmes dans les systèmes alimentaires. Alors vous avez rappelé que vous aviez le soutien des 28 pays européens. En quoi est-ce important pour l'Europe de diriger la FAO ? Est-ce que c'est dans le domaine normatif ? Parce qu'on sait que la FAO a un rôle très important à jouer dans ce domaine-là. Alors je suis la candidate de l'Union européenne, mais mon projet n'est pas un projet européen, c'est un projet mondial. Je veux rassembler tous les pays du monde, les pays en développement, les pays développés, les pays riches, les pays qui le sont moins, autour de quelques priorités qui doivent nous aider à faire face à une situation, je le disais, qui n'est pas très satisfaisante. Plus de 800 millions de personnes souffrent aujourd'hui de la faim dans le monde. Nous avons retrouvé le niveau d'il y a 10 ans, c'est-à-dire que nous sommes en recul. 2 milliards de personnes sur cette planète souffrent de malnutrition, c'est-à-dire de déficit en vitamines, en minéraux. Ces éléments-là cette situation est aggravée par le fait que la population mondiale continue de croître, la pression sur les ressources naturelles, l'environnement, le sol, l'eau continue de s'accroître et les effets du changement climatique se font sentir sur l'agriculture. Oui, d'ici 2030, je crois qu'il faudra augmenter la production alimentaire de 50%. Oui, c'est ce que dit la FAO. Qui doit nourrir le monde ? Quelle grande zone et quel système alimentaire promouvoir ? On a besoin, pour répondre à ce défi, oui, bien sûr. Pour paraphraser ce que disait Edgar Pisani, on aura besoin, et on a déjà besoin, de toutes les agricultures du monde, je dirais aussi de toutes les pêches et de toutes les forêts du monde pour pouvoir nourrir les femmes et les hommes. Pas simplement les nourrir en quantité, mais aussi leur offrir une alimentation diversifiée, saine, des régimes alimentaires qui correspondent aux besoins de la population. Donc on a besoin de produire plus et mieux dans le monde, et on a besoin de développer toutes les activités autour de l'agriculture et de la pêche dans les zones rurales, dans les pays en développement. L'Afrique, dans les chiffres que vous citiez, est une terre de malnutrition et de faim dans le monde. Comment développer le potentiel agricole dans cette région du monde alors qu'on assiste à un manque de volonté politique patent, ne serait-ce que parce que les États ne respectent même pas les textes qu'ils ont signés ou les déclarations du type de celle de Maputo de consacrer 10% de leur budget de l'État à l'agriculture. Alors d'abord, l'Afrique est un grand continent, donc il y a une diversité des situations qui est importante, mais c'est vrai que malheureusement, dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, effectivement, on a vu à nouveau la faim progresser et la malnutrition, en raison principalement d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est la FAO, le Programme alimentaire mondial et le FIDA, le Fonds international de développement de l'agriculture, en raison des conflits, des guerres, des violences et du changement climatique. Donc il n'y a pas de fatalité. Effectivement, comme vous l'avez dit, on a malheureusement dans cette zone du monde, mais pas seulement dans cette zone,
je pense aussi à l'Asie du Sud, à l'Asie du Sud-Est, un niveau des investissements à la fois publics et privés dans les secteurs agricoles et de la pêche qui ont diminué au cours des 2 dernières décennies. Donc moi je veux remettre la question de l'investissement public et privé dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche au cœur de mon projet. Il faut qu'on réaccroisse le niveau de ces investissements, à la fois pour aider les agriculteurs de ces pays-là à sortir de l'économie de l'agriculture de subsistance et entrer dans une activité agricole commerciale et donc dans l'économie, mais aussi pour développer en milieu rural les emplois dont on a besoin pour les jeunes, puisque vous savez que dans ces zones-là, les jeunes ne trouvent pas d'emploi et du coup sont amenés à partir vers les villes, voire à migrer. On parlait d'agriculture commerciale. Dans ces pays en développement subsistent en général 2 types d'agriculture, une agriculture plus de subsistance, vivrière, des agricultures d'exportation ou plus intensives. La FAO a été un lieu de débat depuis longtemps sur les OGM. Les Européens ont souvent un peu freiné des cas de fer pour le développement ou l'expansion de ces techniques de production. Est-ce que les OGM ou le progrès technique a toute sa place dans le développement de ces agricultures des pays du Sud ? D'abord dire que nous n'aurions pas pu développer la production alimentaire mondiale comme nous l'avons fait sans l'évolution des techniques et sans mettre la science et le progrès technologique à disposition de l'agriculture. Je rappelle que depuis 1960, nous avons multiplié par 3 la production alimentaire mondiale, alors que la population mondiale ne progressait n'était multipliée que par 2,5. Donc ça, c'est bien grâce à l'apport des sciences et de la technique, ce qu'on a appelé la révolution verte. Qui évidemment, ça s'est fait au détriment parfois des ressources naturelles, donc on a besoin de travailler là-dessus. Donc on aura besoin encore demain d'innovation, de progrès techniques et technologiques, mais on aura besoin que ces innovations, de toute évidence, elles soient évidemment au bénéfice de l'accroissement de la productivité agricole, mais qu'elles soient respectueuses de la santé et de l'environnement. Donc moi, ce qui me guidera, c'est effectivement que toutes ces techniques et ces innovations soient respectueuses de la santé et de l'environnement des populations. Dans un contexte de plus en plus avec la démographie, de pression foncière et de pression sur les ressources hydriques. Est-ce que la FAO a un rôle à jouer ? On sait qu'il y a beaucoup de conflits, notamment qui naissent à partir de ces questions-là, à jouer pour essayer de pacifier ces zones de production. Oui, alors si vous faites référence à la question du foncier, c'est effectivement une activité, un sujet sur lequel la FAO a beaucoup travaillé. Et moi qui ai beaucoup consulté, écouter des universitaires, des agriculteurs, des experts, des gouvernements bien sûr, mais aussi des ONG et des acteurs économiques, en particulier des entreprises. J'ai entendu beaucoup de retours positifs sur l'activité de la FAO sur ces questions de foncier. En particulier, il y a eu un important travail qui a été fait de développement de lignes directrices volontaires pour appuyer les efforts des acteurs sur ces questions-là. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action. Il ne suffit pas de développer des guides, des rapports, des documents. Il faut passer à l'action. Et donc, moi, je veux en faire aussi un sujet dans lequel je vais mobiliser les acteurs pour trouver des solutions qui ne sont pas que des solutions réglementaires, qui peuvent être aussi des solutions plus innovantes. Dans les pays occidentaux, nos systèmes de consommation ont tendance à évoluer. Il y a eu la mode végétarienne, la mode végane actuellement. Il y a aussi toutes ces polémiques sur l'abattage des animaux. Faut-il, selon vous, revoir la part des protéines animales dans l'alimentation mondiale ? Alors moi, évidemment, j'ai une approche qui est mondiale. Peut-être, je peux dire, vous dites, les régimes alimentaires évoluent. Oui, c'est vrai. Et ils évoluent dans le monde entier. Vous avez fait référence aux évolutions en France ou dans les pays industrialisés. Ils évoluent dans le monde entier. Donc demain, au niveau mondial, nous consommerons globalement plus de protéines et plus de protéines animales. Lorsque émerge une classe moyenne, donc lorsque la population s'enrichit, elle diversifie son régime alimentaire et c'est une bonne chose. Et les populations consomment plus de protéines animales et plus de donc viande et lait. Voilà, donc ça c'est important. De dire que donc ça va continuer, c'est un mouvement de fond avec la réduction de la pauvreté dans le monde. Il y a aussi besoin de faire évoluer nos régimes alimentaires pour les rendre meilleurs pour notre santé. Et du coup, ça aura aussi un impact positif sur la planète. Et en particulier, effectivement, dans nos pays industrialisés, parfois,
Ça dépend des personnes, évidemment, mais parfois nous consommons trop de protéines animales. Dernière question, très institutionnelle. La FAO, comme toutes les grandes organisations onusiennes, est souvent qualifiée de mammouth ou de machin avec ses 10 000 personnes, pas assez de budget pour financer les projets. Faut-il rénover l'institution ? Moi, je pense que peut-on améliorer son fonctionnement, tout de moins ? La réponse est oui, évidemment. Sinon, je n'aurais pas envie d'en devenir la directrice générale. Je n'en aurais pas envie non plus si je ne pensais pas que c'est une organisation qui a un personnel compétent, talentueux, avec beaucoup d'expertise. Depuis 70 ans, dans cette organisation, on a accumulé une somme de connaissances qui est indispensable à l'action. Donc oui, il faut la rendre plus agile, moins bureaucratique, il faut la rendre plus innovante, cette organisation. Et ça fait partie de mon projet pour cette organisation. Mais j'ai confiance parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de talent et d'expertise dans cette organisation. Catherine Gélin-Lanéel, merci. Merci à vous.